suis élue à la ville de Rennes depuis 2008. Je suis pas du tout en charge de ces 2 politiques, agriculture et alimentation. J'ai une collègue qui s'appelle Nadège Noisette, qui est élue écologiste et qui, depuis en tout cas 2014, s'est beaucoup investie, dans ces domaines. Mais voilà, enfin, je pense être capable, pour avoir suivi, ces dossiers, même d'un peu loin, de vous présenter comment on peut, concrètement faire bouger les choses quand on est élu dans une commune et qu'on se soucie, de la question, de santé des citoyens, de qualité de l'air, enfin voilà, on a plein de politiques sur lesquelles finalement on peut intervenir de manière pratique, sachant enfin, dont je ne vais pas, enfin j'en parlerai pas, mais je pense qu'une des clés, c'est aussi, tout ce qui est urbanisme, transport, enfin voilà, au-delà de la question purement agricole, beaucoup ont des effets, sur la qualité, de nos territoires. Donc, juste 2 politiques avec quelques chiffres. À Rennes, donc sur le territoire de la ville de Rennes, on a encore aujourd'hui, je dis encore aujourd'hui parce que les politiques d'urbanisation font que la consommation de terre, est depuis plusieurs années, enfin les terres agricoles sont encore grignotées, par les constructions, mais on a encore 27 exploitations agricoles sur le territoire, environ 225 hectares qui sont exploités et des choses qui se sont développées à d'autres époques, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus, on va dire, impactées, ce sont tous les jardins, familiaux, les jardins partagés, les points de compostage. Alors c'est des politiques qui existaient déjà, hein, les jardins familiaux, ça existe depuis longtemps, mais par contre on voit un vrai regain, et un développement de plus en plus important, ces dernières années. Donc il y a 1009 parcelles quand même dans les jardins familiaux. Et on a développé pas mal de points de compostage, même au pied d'immeubles dans du milieu, très dense, urbain, très minéral comme on dit à Rennes, où finalement pour trouver un tout petit bout de terre, des fois, il faut faire quelques centaines de mètres. Et en tout cas, il y a des associations qui se sont engagées et qui accompagnent les habitants pour tout ce qui est développement du compostage en pied d'immeuble, voilà, renouer un peu avec la nature, même dans un milieu très urbain. Et puis la deuxième politique qui a été très influencée, en tout cas depuis quelques années, c'est la politique alimentaire. Parce qu'en fait, la ville de Rennes compte une cuisine centrale qui fabrique aujourd'hui énormément de repas. Vous voyez, 12 000 repas par jour fabriqués par la cuisine centrale, 1,5 million de repas par an, et c'est 7 à 10 tonnes de nourriture par jour. Qui dit 7 à 10 tonnes de nourriture par jour nécessite des approvisionnements, et on est bien d'accord que ce n'est pas sur le territoire de la ville de Rennes qu'on est capable de produire ces tonnes de nourriture et qu'il faut bien aller les chercher au-delà. Donc il y a eu tout un travail, je vais vous le présenter après, sur l'approvisionnement et où on va chercher la nourriture qui permet de nourrir donc surtout les enfants des écoles, hein, c'est 48 cantines, 7 EHPAD et 5 restaurants administratifs qui sont alimentés par la cuisine centrale de la ville de Rennes. Donc en ce qui concerne l'agriculture, la ville de Rennes a fait, depuis 2016 en tout cas, pas mal d'efforts. Elle a été labellisée Ville comestible de France. Alors bon, c'est comme tous les labels, hein, c'est bien d'avoir le label. Après, ce qui est important, c'est aussi ce qu'on en fait. En fait, le but, c'était surtout de se dire, bah voilà, il faut aujourd'hui, la ville n'est pas capable d'approvisionner sa population en nourriture, eh bien loin, mais il faut qu'on travaille sur la souveraineté alimentaire en faisant réfléchir les habitants finalement à leur alimentation, comment on travaille au maintien de la biodiversité dans un territoire très urbanisé, comment on fait en sorte de ne pas consommer les terres agricoles au pourtour de notre agglomération pour faire en sorte que les agriculteurs continuent à vivre. Donc il y a eu plusieurs actions. Alors des fois, ça va peut-être paraître un peu minime, mais finalement, ça a changé quand même le quotidien. Il y a eu pas mal de poulaillers qui sont revenus dans la ville. Alors souvent, la ville de Rennes a mis en place un budget participatif en 2014. Donc, le but, c'était que les citoyens fassent appel à fassent des propositions d'actions concrètes, d'investissement dans leur quartier ou à l'échelle de la ville.
Et donc il y a eu, finalement beaucoup de choses, enfin une grosse partie des propositions dans le budget participatif, c'était, des aménagements de proximité, des questions de vélo, de mobilité et tout ce qui est agriculture finalement. On avait beaucoup de demandes. Donc on a soutenu les créations de poulaillers, dans les petits squares, au pied des immeubles ou dans certains quartiers. Des potagers, des micro-potagers des fois, dans des jardins ou dans les écoles. On a réintégré des potagers dans les écoles. Potagers qui existaient, hein. Enfin moi j'ai fait, des études d'histoire, j'ai travaillé sur les années 30, dans toutes les écoles. Dans les années 30, on apprenait, finalement, à se servir, d'une bêche, et à cultiver la terre. Ça a disparu, mais aujourd'hui, voilà, on peut réimplanter dans les écoles, des potagers, scolaires et vraiment c'est des actions, enfin voilà, qui ont été assez plébiscitées. On a aussi pas mal de choses de soutien puisqu'on a des associations bien sûr sur notre territoire qui s'engagent. Et donc on a des associations comme, Incroyable Comestible ou Jardin Vert qui accompagnent, les habitants, donc forcément pour leur permettre, enfin voilà, on a des habitants qui aujourd'hui, connaissent peu, ce que c'est que l'agriculture, comment on cultive, comment on plante, enfin, c'est plus des choses qu'on apprend et qui se transmettent, de génération en génération. Donc il faut réintégrer, la question de l'accompagnement et de la médiation vers ces questions. On a aussi lancé, alors puisque on est très urbanisé, on a du trottoir, du macadam, on aime ça. On a lancé un permis de végétaliser, un peu comme un permis de construire, mais c'est la possibilité de végétaliser devant sa maison. C'est-à-dire on a la maison et puis on a le trottoir et on s'est dit, bah, les gens qui souhaitent, remettre un petit peu de nature devant leur maison, on leur a permis, et on les accompagne pour, supprimer cette bande, de bitume et pour pouvoir laisser la terre et que les personnes s'en emparent pour, végétaliser la ville. Et aujourd'hui, c'est plus de 2,5 kilomètres qui ont été, comme ça, redonnés à la végétalisation finalement, pour les habitants. Autres idées, hein, parce que c'est plus, des boîtes à idées. Je pense il y a beaucoup d'autres, choses qui peuvent être faites, mais c'est plus quelques idées de choses qu'on a portées, à la ville de Rennes. Tout ce qui est lancement, d'appels à projets pour réinvestir des bâtiments ou des parcelles qui ont été autrefois agricoles, mais qui étaient à l'abandon, depuis quelques années. Et on a sur le site de la Prévalais, par exemple, la volonté de renouer avec une agriculture. Donc on a réinstallé des agriculteurs en leur demandant, voilà, aussi de mener toute une action de lien entre les habitants, et campagne-ville. Et donc il y a l'installation du jardin des 1000 pas qui vient de se faire, dans le but d'échanger, enfin d'être on l'appelait une sorte de jardin-école, un lieu d'échange en tout cas sur les pratiques, de réapprendre aux gens à utiliser, les techniques. Alors effectivement c'est en bio, enfin il n'y a pas de question qui se pose, mais réapprendre les techniques d'apprentissage, de l'agriculture. Et c'est aussi des lieux, bah, voilà, où on peut faire de la vente directe, des produits agricoles qui sont produits sur place. On espère qu'il y aura d'autres projets parce qu'on a encore d'autres terrains, libres aujourd'hui et on espère qu'il y aura d'autres projets, donc on l'a fait sous forme d'appel à projets en disant: «Bah, voilà, on a cet espace libre, proposez-nous des projets pour remettre en agriculture ces terrains libres». Donc on espère qu'il y en aura d'autres. On a on connaît d'autres espaces qui pourraient s'y prêter. Concernant le plan alimentaire durable, là aussi, c'est en 2017 qu'il a été voté par la ville. Donc on avait en fait l'ambition, de passer, on est à 7,5 % de bio dans les cantines. Alors quand je dis dans les cantines, c'est au sens large, hein, puisque vous avez vu, c'est d'autres, également des EHPAD et les restaurants administratifs, mais il y avait 7,5 % de bio dans les menus produits par la cantine centrale. Et le but, qu'on s'était fixé, c'était 20 % en 2020. Finalement, on est à 23 %, donc on est très content d'avoir pu atteindre l'objectif. Mais au-delà, parce qu'on est d'accord que l'idéal, hein, c'est 100 % et le but, c'est d'atteindre les 100 %. Sauf que, la ville de Rennes était incapable, avec le volume qu'elle achetait, d'arriver, au marché et de dire: «Bon, bah, voilà, moi, j'ai besoin de, X tonnes» et on allait enfin, il y a aussi de la question de l'organisation des filières et on n'était pas capable d'acheter autant
finalement en volume de bio à l'époque où on a commencé. Donc l'idée, c'était bien d'augmenter petit à petit le pourcentage et de continuer d'ailleurs, puisque maintenant le but, c'est d'atteindre les 50%. Et au-delà de la bio, on s'est dit aussi qu'il faut aller travailler sur les produits locaux et durables. Et donc là, l'objectif était de 20%. Et on a réussi, en organisant et en travaillant avec les filières agricoles dans le pourtour de l'agglomération, de passer à finalement 33% de produits durables dans la composition des menus. Mais ce n'était pas suffisant, puisque l'autre pilier et la grosse problématique, c'était la question du gaspillage alimentaire dans les cantines. Et on se rendait compte finalement une grosse partie des menus servis, les barquettes étant ouvertes, vous savez, on est sur un système de barquettes, les barquettes étaient ouvertes et donc on devait jeter. Et donc il y a eu beaucoup de travail avec les écoles, énormément d'actions pédagogiques menées sur la question du gaspillage alimentaire. Avec plein de petites idées qui ont été mises en place. Par exemple, de ne pas servir la même quantité. On servait la même quantité à un enfant de petite section qu'à un enfant de CM2. Enfin, il y a un moment, on sait que les enfants n'ont pas non plus les mêmes besoins. Et donc, on a mis en place des rations, enfin, réfléchir tout simplement à la ration des enfants. Puis aussi dire petite faim, grande faim. Alors ça marche super bien avec les enfants. Ils disent en arrivant, voilà, moi j'ai une petite faim ou une grande faim, c'est pas la peine de leur servir une assiette pleine si finalement ils n'en ont pas besoin. Donc ça a été l'objectif du plan, c'était 50%, de diminuer de 50% le gaspillage alimentaire, ce qui était un objectif quand même ambitieux. Et là aussi, on a réussi à atteindre 55% avec des pesées régulières pour aussi motiver les enfants et les rendre acteurs de leur changement de pratique. Bien sûr, ça a été un travail énorme d'accompagnement des équipes, d'accompagnement des agriculteurs locaux, des fournisseurs, enfin revoir la manière d'acheter et comment on achetait. Et puis essayer de mettre dans la boucle les familles, enfin pour que ce soit des actes et des actions qui soient partagées. Donc il y a eu pas mal de voilà, il y a eu quelques actions de menées, les états des lieux, un livre blanc des bonnes pratiques. On a travaillé aussi pendant le repas sur, par exemple, tout simplement la question du bruit et de la manière d'être à table, parce qu'on se rendait compte qu'en fait, le bruit faisait que les enfants étaient plus ou moins distraits et mangeaient moins. Donc on a aussi travaillé autour de la question du repas, à comment faire en sorte qu'on puisse partager ce repas-là dans des bonnes conditions. Donc les campagnes de pesée, j'en ai parlé, et puis des enquêtes auprès des enfants pour, par exemple, adapter ce qu'on leur servait. Je ne sais pas si vous avez vu, il est paru un article dans Ouest France justement sur ce sujet-là, hier ou avant-hier. Et l'achat de yaourts, par exemple, au début, on a acheté des yaourts avec des morceaux de fruits dedans. Les enfants, ils n'aiment pas trop les morceaux de fruits. Donc on a travaillé avec la personne qui approvisionne et qui est située dans le bassin rennais, qui approvisionne et qui a changé sa manière de faire ses yaourts. Et aujourd'hui, elle a travaillé sur la consistance, par exemple, du yaourt, sur le fait de mixer, de ne plus avoir de morceaux. Et on voit qu'on a réussi, par des biais comme ça, à faire diminuer drastiquement le gaspillage alimentaire, juste sur, en écoutant les besoins des uns et des autres. Et puis, il y a eu la mise en place d'un menu végétarien par semaine, et qui, en fait, parce qu'on nous interrogeait beaucoup sur le surcoût de l'achat de bio, qui était un des freins, selon certains, à la mise en place. Et donc, ça a été en partie, mais pas seulement, mais en partie compensé par le travail sur les produits de saison, le repas végétarien dans la semaine. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on introduit du bio qu'on est forcément sur un coût supplémentaire du repas. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses de cette diapo. Donc l'idée, voilà, d'augmenter la part des produits alimentaires. Donc ça a été aussi sans OGM, bien sûr, mais ça c'était depuis 2009 à la ville de Rennes, et sans huile de palme. Le but aussi d'accélérer la transition de la restauration collective vers une offre plus durable. Donc il y avait les conditionnements, la logistique, la manière d'impliquer les acteurs de la restauration collective, et puis tout ce qui est autonomie de l'enfant. Enfin voilà, de dire que l'enfant peut être responsable aussi de son repas.
Et puis voilà, dans le but, hein, bien sûr, d'impliquer les adultes de demain dans le choix de leur alimentation. Et enfin, deux actions enfin, j'en ai choisi deux, mais qui me semblent importantes. On a développé tout ce qui est dons alimentaires, parce qu'effectivement, en fonction, une bonne épidémie de gastro, et c'est moins d'enfants dans les écoles et donc on a moins de repas distribués et donc on a des repas, en surplus. Jusqu'à très peu de temps, tous ces repas en surplus étaient jetés. Donc on a travaillé, en partenariat avec des associations. C'est pas simple, hein, parce que ça veut dire avoir des moyens de collecte, de redistribution. Enfin, c'est des choses assez complexes, mais en tout cas, ça a été permis et donc on a une entreprise qui, est appelée pour, récupérer les repas non consommés pour les donner à des associations caritatives ensuite. Là aussi dans le but de diminuer le gaspillage alimentaire. Et puis, là, quelque chose de plus intéressant, vous savez que quand on achète, dans une collectivité, des denrées alimentaires, on est soumis au code des marchés publics. Le code des marchés publics, normalement, ne peut pas permettre, d'indiquer une provenance. Donc on ne peut pas dire: «On veut du local». C'est interdit, par le code des marchés, malheureusement. Donc on s'est beaucoup interrogé puisque, la ville de Rennes est propriétaire, d'énormément de terrains, alors des fois jusque dans les Côtes d'Armor, sur ces périmètres de protection des captages d'eau. Vous savez que quand on a un captage d'eau, on a un périmètre de protection autour de ce captage et il y a l'obligation de contractualiser avec les paysans qui sont au-dessus de ces captages d'eau pour qu'ils assurent la qualité de l'eau. Donc on a des conventions pour leur dire sur ces périmètres, il y a différentes typologies et sur ces périmètres-là qui sont très importants parce que dans le pays du Coglais, on a énormément de drains et donc des zones, très, très étendues, appartenant à la ville ou maintenant à la collectivité eau du bassin rennais, mais qui, sont des terres, propriété, des collectivités et donc sur lesquelles elles peuvent, mener des actions un peu plus importantes. Et donc sur ces terrains-là, il a été décidé de mettre en place des conventions avec les agriculteurs et non plus juste des conventions en leur disant: «Il faut que vous assuriez la qualité de l'eau». On leur a dit: «En contrepartie du fait d'assurer de la qualité de l'eau, vous allez nous fournir des produits agricoles. On va vous les acheter et c'est vous qui allez fixer votre prix». Donc on s'affranchit de certaines règles, mais la contrepartie de la qualité de l'eau, c'est l'approvisionnement. Donc c'est donnant-donnant. D'un côté, la collectivité est très contente, que la qualité d'eau soit assurée sur son bassin, mais elle récupère aussi finalement les fruits, du travail des agriculteurs. Donc c'est des pratiques, donc c'est sans produits phytosanitaires, sans huile de palme, sans OGM, sans antibiotiques. Par contre, c'est pas forcément, de l'agriculture biologique aujourd'hui, mais avec les 3 exploitations agricoles qu'on a retenues, dont une, pour les yaourts, heu, on a conclu un marché de 3 ans. Alors aujourd'hui, c'est 50 000, mais c'est déjà passé à 200 000 €. Et l'idée, c'est de fournir, voilà, entre 5 et 20 services, repas, pour ces produits. C'est des petites avancées, hein, vu le volume, en tout cas d'achat de denrées alimentaires, hein, pour la ville, mais c'est des choses assez intéressantes dans cette relation, au territoire et surtout au territoire voisin, là où on va quand même prélever de l'eau pour alimenter, les canalisations rennaises. Donc ce partenariat-là entre la ville et la campagne, je pense qu'il faut trouver d'autres biais pour les développer. Là, c'est un exemple, mais en tout cas, ça marche très, très bien.